Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Bibliogrill consacré à la seconde grande mutation des bibliothèques municipales, point d'interrogation. Je suis Christophe Evans, directeur par intérim du département des publics de la BPI, la Bibliothèque publique d'information. Ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens et que je modère cette rencontre, c'est plutôt en tant que responsable du service études et recherches de la BPI. Raphaël, je te laisse te présenter avant peut-être de revenir un peu sur l'origine de la recherche qui va être présentée au cours du Bibliogrill. Ça marche. Bonjour Christophe, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Raphaël Besson, je suis urbaniste, responsable d'un bureau d'études qui s'appelle Ville Innovation. Je travaille sur toutes les questions, on va dire, d'urbanisme alternatif, l'urbanisme tactique, transitoire, mais aussi l'urbanisme culturel, et beaucoup sur la question aussi des tiers-lieux culturels ou des lieux hybrides, des lieux intermédiaires. Et c'est à ce titre que j'ai travaillé sur cette recherche avec l'équipe de la BPI. Je suis aussi donc cofondateur du LUCAS, le laboratoire d'usage culture, art, société. Voilà, effectivement, hein, donc on va resituer très rapidement l'origine de cette recherche, hein, qui s'inscrit dans les programmes nationaux de recherche de la BPI, hein, qui sont réalisés avec l'appui du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. La BPI a souhaité mettre en œuvre, hein, une recherche sur l'émergence de plus ou moins récentes de nouveaux types de bibliothèques, hein, des bibliothèques troisième lieu, des bibliothèques hybridées avec d'autres établissements, d'autres services culturels ou non, et également des bibliothèques co-construites et parfois co-animées avec les publics, avec les populations locales. Alors, pourquoi on a intitulé ce bibliogrill la seconde grande mutation des bibliothèques municipales, point d'interrogation? Parce qu'on s'est inspiré en fait pour voilà, choisir ce programme de recherche. On s'est inspiré d'un précédent rapport d'études intitulé La grande mutation des bibliothèques municipales, qui avait été rédigé par François Rouet, publié au DEPS, hein, donc sous l'égide du ministère de la Culture, et qui portait sur la question du passage des bibliothèques aux médiathèques, hein. Donc on était plutôt dans une forme d'évolution des établissements de lecture publique et de révolution, comme François Rouet proposait de le dire à l'époque, qui voilà, se parachevait à la fin des années 90. Et depuis donc la fin des années 90 et le début des années 2000, on n'avait pas de travail d'études et de recherche sur la question du changement des bibliothèques, hein. Et pourtant, il y avait eu, vous l'avez sans doute toutes et tous en mémoire, hein, ce mémoire là aussi, hein, ce travail réalisé par Mathilde Servet dans le cadre de ses études à l'ENSIB sur la bibliothèque troisième lieu, qui avait été publiée en 2009, hein, ça a été une balise importante, ou plus récemment un ouvrage coordonné par Raphaël Gilbert intitulé Penser la médiathèque en situation de crise, publié aux presses de l'ENSIB, et qui lui aussi, hein, revenait sur la question de nouveaux types de bibliothèques et sur leurs incidences. Voilà, donc il nous a paru important avec le ministère, mais aussi avec l'ABF, qui a fait partie du comité de pilotage de l'association des bibliothécaires de France, de remettre un petit peu le travail sur l'établi. Et voilà, un appel à proposition a été lancé, et c'est Raphaël Besson avec son bureau d'études Ville Innovation qui a été retenu pour réaliser à la fois le travail de recherche et l'enquête de terrain. Alors on va peut-être revenir sur la méthodologie, Raphaël, parce que la méthodologie, évidemment, les choix méthodologiques ont beaucoup d'incidence sur les résultats dont on parlera dans un second temps. Très bien. Donc, sur les choix méthodologiques, on est parti sur
une méthodologie un peu hybride pour, en tout cas, essayer de correspondre à l'état d'esprit justement de ces lieux, ces bibliothèques hybrides ou de ces bibliothèques troisième lieu. On est parti donc sur, on va dire, une recherche académique classique, hein, avec la réalisation d'une vingtaine d'entretiens semi-directifs, avec toute une série d'acteurs, à la fois des observateurs, des acteurs des bibliothèques, des universitaires, pour essayer de comprendre un peu l'analyse que chacun pouvait se faire de l'état de l'évolution des bibliothèques. On a aussi travaillé sur une bibliographie assez conséquente, hein. Depuis une dizaine d'années, il y a une production assez impressionnante sur l'évolution des bibliothèques, mais une production, comment dire, qui était relativement émiettée. C'est-à-dire qu'il y a des analyses sur la question des collections, des analyses sur la question des publics, donc des analyses, si vous voulez, ciblées. Et on a tenté en tout cas à la fois de faire un peu un état des lieux de cette bibliographie et d'essayer de faire effectivement, hein, entre ces différents éléments d'analyse. Au-delà, on va dire, de cette recherche académique assez traditionnelle, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de travailler sur une forme de recherche-action collaborative. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec du coup le Lucas, hein, donc ce laboratoire d'usage culture art société, pour essayer de travailler avec les acteurs de terrain aussi sur des outils, des méthodes qu'on pourrait tester dans les bibliothèques pour pouvoir voir comment effectivement répondre à des analyses qu'on aurait pu identifier ou des problématiques qu'on aurait pu identifier au moment de l'état des lieux, et essayer donc de tester un certain nombre d'outils, de méthodes avec les bibliothécaires sur les différents terrains, et ensuite essayer d'analyser un peu, de voir ce que ça nous disait en termes de production de connaissances, d'évolution des bibliothèques. En termes de terrain, on a identifié 3 types de bibliothèques. Donc la bibliothèque de Lezou, entre Dor et Allier, la bibliothèque aussi de Douai, et puis l'Agora à Metz. Voilà, on a eu 3 terrains assez différenciés en termes de problématiques, en termes aussi de type de territoire. On voulait avoir 3 terrains différenciés de ce point de vue-là, et ce qui nous a permis de tester un certain nombre d'outils que je vais vous présenter par la suite. Oui, merci. On reviendra aussi sur, cette notion de recherche embarquée, hein, qui permettait d'associer, les actrices et les acteurs de terrain à la recherche. Alors, si on pouvait ouvrir la boîte, une première boîte des résultats, de l'étude, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir en tant que fait, marquant? Ok, alors quelques éléments essentiels. Alors, premier point, c'est qu'il n'y a pas de grande mutation. Donc ça, c'est important par rapport, hein, au titre originel, hein. Point L'ensemble des d'interrogation. acteurs, hein, vont nous dire qu'on est dans un processus évolutionnaire, hein. C'est-à-dire que les bibliothèques s'adaptent progressivement vis-à-vis d'évolutions sociétales. Et 2 points extrêmement intéressants à cet égard, c'est d'abord l'idée qu'il n'y a pas comment dire, une mise en scène de la part des bibliothécaires de la transformation, de la mutation. Il n'y a pas une nécessité, a priori, de la part du corps professionnel à mettre ça en scène, à communiquer sur le fait, oui, on évolue, on est en permanence en train de travailler sur cette mutation. Donc ça, c'est intéressant, et de dire que finalement, c'est un processus évolutionnaire, progressif, territorialisé, qui peut effectivement s'incarner en fonction de différents types de situations territoriales de manière assez différenciée. Et puis, une critique forte, très forte, hein, au regard des modèles. Voilà. C'est comme si là, la profession n'en pouvait plus des modèles. Alors, les modèles des médiathèques, les modèles des tiers-lieux, l'arrivée du numérique, qui il y a une quinzaine, vingtaine d'années, avait fait dire à toute une série d'auteurs que c'était la fin des bibliothèques. Donc, si vous voulez, voilà, une grande distance de la part de la profession, de la part des observateurs, vis-à-vis de ces idées de grande mutation, en disant non, on n'est pas dans une grande mutation. Par contre, effectivement, il y a des évolutions multiples qui s'incarnent dans une diversité de situations territoriales et de configurations particulières au niveau du territoire français. Le deuxième point qui est intéressant, c'est ce processus de territorialisation, même s'il n'est pas complètement abouti, on va aussi en reparler, cette idée que les bibliothèques, hein, travaillent de plus en plus en réseau, qu'il y a effectivement une coordination entre les politiques des lectures publiques et puis les politiques culturelles territoriales plus largement, voire les politiques sociales, éducatives, qu'il y a des schémas de lecture publique, des contrats de territoire lecture qui ont été mis en place, avec dans certaines situations des bibliothèques départementales qui accompagnent les bibliothèques municipales, intercommunales dans effectivement tout ce travail de partenariat, de territorialisation. Et puis la troisième grande idée, c'est cette idée qu'il y a un grand processus un processus de diversification multiple, diversification des fonctions, hein, ça je vous apprends rien, hein, mais cette idée que effectivement, hein, on passe on va dire, des espaces traditionnels des bibliothèques, celles de lecture, des salles de travail, à une diversification des fonctions et des espaces où on va trouver, hein,
effectivement des espaces dédiés aux jeux vidéo, dédiés au Fab Lab, avec des grainothèques, avec dans certaines situations des jardins partagés, des espaces dédiés à l'action sociale aussi, permettant d'accueillir toute une série de services publics. Donc une diversification à la fois des fonctions et des espaces, mais aussi des métiers. Voilà, on va nous dire que eh bien, dans l'organigramme eh bien, des bibliothèques, ça évolue. C'est-à-dire qu'on voit apparaître des chargés de mission numérique, des chargés de développement territorial, des spécialistes de l'action culturelle territoriale, une diversification des métiers et des compétences qui, d'ailleurs, est largement relayée dans le cadre du référentiel des compétences qui a été travaillé au niveau national et qui montre effectivement cette idée qu'il y a de plus en plus de types de compétences de métiers qui sont gérés par les bibliothèques. Évidemment, la diversification des usages et des usagers, ça c'est très important, on va revenir là-dessus. Et dernier point marquant sur ces caractéristiques, c'est que finalement la question collection apparaît très peu. C'est-à-dire que quand j'ai analysé toute une série de rapports dans les années 90, 2000, clairement c'était la moitié des rapports sur l'analyse de l'évolution des bibliothèques. C'est comment est-ce que les bibliothèques travaillent, l'évolution des collections, c'est quoi les politiques documentaires qui sont mises en place. Et bien là, force est de constater que certes c'est apparu, mais très peu. C'est-à-dire avec cette idée qu'il y a un processus de diversification qui a été mis en œuvre, mais que c'est plus l'enjeu a priori majeur, en tout cas d'évolution des bibliothèques de ces 10, 15 dernières années. Avec quand même une grosse question sur les collections qui va concerner la dématérialisation des collections qui aujourd'hui effectivement interroge de plus en plus de bibliothèques. Donc si vous voulez, au niveau de ces caractéristiques, c'est à peu près les points essentiels qu'on peut identifier après avec effectivement des effets qu'on a essayé aussi d'analyser. Je ne sais pas, Christophe, si vous voulez que je continue sur un peu aussi les effets principaux sur les bibliothèques qu'on a pu observer. On a un petit peu de temps là, on peut peut-être avant de passer au travail de terrain sous sa forme expérimentation, ajouter une ou deux choses si possible. Ouais. Alors, ce qui est important, très bien, donc en termes d'effets, si vous voulez, quelques éléments marquants. Premier effet, c'est le constat, toute une série de bibliothèques, des constats qu'on a pu aussi identifier dans un certain nombre de rapports et d'études, eh bien, que ces évolutions, si vous voulez, de diversification, de territorialisation de ces bibliothèques, a un effet sur l'augmentation de la fréquentation des publics, et puis sur la diversification des types de publics. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant à pointer parce que, en tout cas, au regard des objectifs de démocratisation culturelle, les bibliothèques apparaissent comme un lieu culturel spécifique qui effectivement coche la case de la démocratisation culturelle au regard, en tout cas, de ces évolutions. Deuxième point qui va être intéressant, ça va être sur l'attention, on va dire, aux usagers. Sur cette idée d'avoir une attention au public, dans certaines situations, pouvoir effectivement les intégrer dans le cadre de la programmation de bibliothèques, dans le cadre de la gestion éventuellement d'un certain nombre de bibliothèques, mais en tout cas une attention au public, aux usagers, sur cette idée d'avoir aussi une compréhension un peu plus globale des publics, comprendre leur situation sociale, familiale, voilà, pour aussi, en tout cas, changer un petit peu le braquet, le positionnement des bibliothèques vis-à-vis des usagers. Sur l'ancrage territorial, ce qu'on va nous dire, c'est effectivement, il y a eu des avancées, des schémas de lecture publique, des partenariats, mais de ce point de vue-là, c'est comme si l'ancrage territorial était encore inachevé. Beaucoup de bibliothèques qui, à un moment donné, ont encore besoin d'être accompagnées, de renforcer leur ingénierie, on va dire, territoriale. Et puis, sur l'évolution des métiers, beaucoup de controverses sur, d'un côté, un certain malaise identitaire, sur le fait, fondamentalement, on ne sait plus exactement quel est le cœur de notre métier, le cœur de notre profession, donc un certain malaise identitaire, et puis dans d'autres situations où un certain nombre de bibliothécaires vont nous dire qu'il y a aussi, au regard de ces évolutions, des opportunités d'évolution des métiers qui peuvent être intéressantes. Mais en tout cas, une situation de tension qui est importante de pointer. Deux autres éléments essentiels, c'est cette idée, et notamment analysée par Christophe Evans, mais qui a une forme de désinstitutionnalisation, de désacralisation des bibliothèques qui n'est pas complètement maîtrisée. Beaucoup de points d'intention, où l'idée c'est de nous dire, et la question que posait Christophe Evans, jusqu'où peut-on désinstitutionnaliser? Et le point d'intention, il est très important parce que ce que nous disent aussi les bibliothécaires, c'est qu'il y a toujours une représentation sociale dans l'imaginaire collectif d'une bibliothèque comme étant effectivement un lieu dédié au travail, un lieu silencieux. Et donc là, il peut y avoir effectivement des frottements, des tensions qui peuvent justement être issus de
eh bien, de la non-maîtrise de ce processus-là de désinstitutionnalisation. Et on arrive finalement à la question des tensions et des conflits, qui est quand même un point extrêmement important qu'on a souligné dans le cadre des évolutions des bibliothèques, c'est qu'il y a toute une série de tensions qu'on a pu observer, si vous voulez, en lien effectivement avec l'évolution, ces évolutions des bibliothèques. Première tension, ça va être, si vous voulez, des conflits d'usage entre effectivement les bibliothécaires et ces nouveaux usagers. Il y a une diversification des usagers et souvent ce qu'on va nous dire, c'est que du coup il y a des conflits qui peuvent apparaître. Alors quelque chose qui m'a fait beaucoup rire dans le cadre de cette étude, c'est un bibliothécaire qui me disait que les jeunes restent pas dans l'espace jeune, donc il faut à un moment donné penser en tout cas de nouveaux outils, de nouvelles manières d'assurer aussi tout un travail de médiation. Des tensions qui vont apparaître entre professionnels. Autour du fait qu'on va mettre tout d'un coup dans un même lieu, dans un même équipement, des professionnels des bibliothèques et par exemple des professionnels d'un centre social. Et on va se dire, a priori, tout ça fonctionne naturellement. Pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire toute une série d'acteurs, de professionnels disent non, il y a toute une série de tensions, il y a des cultures professionnelles très différenciées, il y a des mécanismes, des manières de travailler qui sont très différenciées. Et donc, potentiellement, dans pas mal de situations qu'on a pu observer, il y a des tensions qui se créent même au sein de finalement, ces cultures professionnelles différentes. Au type de tensions, plus fondamentalement, on va dire, sur des dilemmes issus des politiques culturelles et des tensions entre les cultures écrites, les cultures orales, les cultures numériques, des tensions entre des objectifs plutôt de démocratisation culturelle, d'autres qui vont être davantage alignés sur des enjeux de démocratie et de droit culturel. Mais des tensions, des conflits qui sont importants, qui sont apparus dans pas mal de territoires et qui, en tout cas, nous, à la fin de notre analyse et notre état des lieux, nous ont fait dire qu'il y avait un besoin d'une nouvelle ingénierie culturelle qui accompagne les bibliothèques pour répondre à ces enjeux de territorialisation, de diversification des fonctions, des espaces, des métiers et des usages. On est arrivé un petit peu là, en tout cas à la moitié de notre recherche. D'accord. Bon, ça c'était, on va dire la partie qui permettait d'historiciser un petit peu les changements, les évolutions, récentes ou plus ou moins récentes, qui a permis de recueillir des réflexions auprès d'experts, notamment de professionnels et d'analyser, les changements et les effets. Et ce qui est intéressant dans cette recherche, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, le dossier que tu avais présenté a été retenu, c'est il y a une phase, d'expérimentation sur site, avec les acteurs et les bibliothécaires, eux-mêmes. Alors j'aimerais qu'on puisse revenir, sur cette phase, de travail, de terrain aussi, puisqu'il s'agissait de 3 terrains, que tu puisses nous les présenter peut-être rapidement et de nous dire quels effets là aussi vous avez pu, observer. Voilà. Juste sur les 3 terrains, en fait, on a choisi 3 types de terrains assez différenciés en termes de situation territoriale, en termes aussi de phase de développement de ces bibliothèques. Alors, premier terrain, c'est la médiathèque de Lezou, qui est assez connue, qui nous apparaissait comme un territoire extrêmement intéressant parce que c'était déjà un territoire rural. Et puis, la médiathèque de Lezou avait initié tout un processus de coproduction depuis l'origine, depuis une quinzaine d'années, avec effectivement les habitants et les usagers. La bibliothèque a été inaugurée il y a quelques années. Et puis, il y a eu tout un travail pour continuer, si vous voulez, tout ce travail de mobilisation des publics et des usagers, dans le cadre d'outils de réflexion permettant effectivement d'impliquer les usagers. Au type de situation, c'est la bibliothèque départementale du Val d'Oise. Alors là, ce qui était intéressant, on était vraiment à l'origine d'un projet qui a été défendu par la bibliothèque départementale avec cette idée de travailler sur des espaces, des équipements hybrides permettant d'accueillir à la fois les bibliothèques départementales et puis les services de la PMI du département, les services sociaux, disant qu'il y avait un vrai intérêt à un moment donné à faire rassembler dans un même lieu, dans un même équipement, ces 2 types de services. Au type de situation. Et troisième situation, l'Agora à Metz, qui rassemble un centre, une bibliothèque, un centre numérique, un centre social, dans un même équipement, qui a connu quelques difficultés pendant pas mal d'années, effectivement, on va dire, de tensions, de rencontres entre ces différentes cultures professionnelles, mais qui a réussi à passer un cap en travaillant sur des outils favorisant cette rencontre et cette organisation, mais qui avait besoin, si vous voulez, d'identifier la manière de se projeter collectivement, de travailler un peu, de dépasser juste les outils, on va dire, opérationnels qui permettent la coopération, mais essayer de se projeter collectivement comme l'Agora, comme cette idée, comment est-ce qu'on pourrait
quelque part, co-définir un PCSES ensemble, hein, entre l'ensemble des acteurs qui composent l'Agora. Donc, 3 situations différenciées. Et puis, à l'Agora aussi, ce qui est important, c'est que ça se situe dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Alors, ce qu'on a, si vous voulez, par rapport à cette idée qu'effectivement, il y a des enjeux finalement d'accompagnement de ces processus de territorialisation et de diversification, et donc un besoin d'outils, de méthodes pour accompagner les bibliothèques de ce point de vue-là. On a d'une part identifié toute une série d'outils qui a été expérimentés, testés par des bibliothèques et des territoires, et puis on a nous-mêmes testé ces outils-là dans le cadre des 3 types de territoires que je viens de vous présenter. Alors là, je vais juste vous mettre un petit PowerPoint juste pour vous montrer quelques outils qu'on a identifiés ou travaillés avec les bibliothèques. Alors, je ne sais pas, est-ce que Christophe, vous pouvez me dire si c'est OK, si vous voyez le PowerPoint? C'est tout bon. C'est tout bon? Parfait. C'est tout bon. Alors, première idée importante, c'est cette idée d'apprendre à territorialiser. Encore une fois, il y a eu plein de choses qui ont été faites, qui ont été développées ces dernières années, mais beaucoup d'acteurs nous disent on n'est pas allé jusqu'au bout de la logique dans ce travail de territorialisation des bibliothèques. Là-dessus, on a identifié un certain nombre d'outils, de travaux extrêmement intéressants, notamment une méthode d'élaboration participative du schéma de développement de la lecture publique de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération, tout un travail de coopération territoriale qui a été effectué non seulement entre bibliothèques qui ont été effectivement mises en réseau, mais aussi avec un certain nombre d'acteurs sociaux, éducatifs du territoire sur le lien entre les politiques de la lecture publique et des politiques territoriales. Donc des choses extrêmement intéressantes. Autre outil, c'est cette idée d'outil de cartographie collaborative qui a été là travaillée par une médiathèque, ce qu'on avait pu aussi identifier. Cette idée que finalement, il y a un enjeu à identifier des coopérations, alors certes existantes de la bibliothèque, mais des coopérations qui pourraient être renforcées avec un certain nombre d'acteurs du territoire et surtout de s'interroger sur la pertinence de ces coopérations. Il ne s'agit pas à un moment donné pour les bibliothèques d'avoir une liste interminable de partenaires et de travailler avec cet ensemble de partenaires, mais d'identifier les bonnes coopérations avec des acteurs spécifiques, des acteurs qui gravitent certes dans le monde des bibliothèques et de la lecture publique, mais d'autres types d'acteurs culturels ou pas forcément, ou non culturels, en tout cas qui pourraient à un moment donné avoir un intérêt dans la gestion, dans le fonctionnement en tout cas des bibliothèques. Autre type d'outils, c'est tout ce qui va concerner les plans d'usage. Les plans des usages des bibliothèques. Alors, évidemment, il y a cette infographie qui avait été travaillée par la médiathèque de Lezou, qui est extrêmement connue, mais beaucoup d'autres bibliothèques se sont lancées dans ces plans des usages. Et ça, c'est très intéressant à travailler, en tout cas, quand on souhaite engager un processus de territorialisation des bibliothèques, et notamment réfléchir à la fois à une diversification des fonctions au sein même de la bibliothèque, des médiathèques, au sein de l'espace, mais comment est-ce que ça peut être travaillé au niveau du territoire? Comment est-ce que la médiathèque peut travailler avec les EHPAD, avec les missions locales, avec les collèges du territoire, et comment des dispositifs et des services peuvent être envisagés par les médiathèques et les bibliothèques? Autre idée, c'est d'apprendre à coopérer. Coopérer, c'est pas naturel, c'est pas du tout naturel. Il n'y a aucune collaboration évidente qui se met en place sur les territoires, et souvent, on se rend compte que les collaborations sont imposées dans le cadre de dispositifs réglementaires, dans le cadre de schémas de lecture publique, de contrats de territoire lecture, des choses comme ça. Mais fondamentalement, les équipes, notamment des bibliothèques, sont pas totalement engagées dans ces processus-là. Donc nous, ce qu'on a essayé de travailler, c'est des outils qui permettent d'engager cette véritable coopération. Alors, ce qu'on a essayé de travailler, c'est par exemple au niveau de la bibliothèque départementale du Val d'Oise, une matrice de réciprocité pour identifier les acteurs qui allaient être partie prenante de ce futur équipement hybride qui allait donc faire se rencontrer une bibliothèque et puis les services PMI du département, et de voir finalement ce que apporte la bibliothèque, ce qu'elle reçoit en retour de la part des services de la PMI, et inversement. Et essayer d'identifier comme ça des logiques de don contre don, les mettre à plat avant même que l'équipement soit mis en place, et essayer d'identifier si effectivement ces logiques de don contre don sont équilibrées. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné des éléments qui vont complètement tomber sur la bibliothèque, sur des fonctions d'accueil, et donc déséquilibrer quelque part cette coopération et créer des situations ensuite de tension, voire de conflits potentiels. Autre type d'outils qu'on a travaillé, c'est avec l'Agora, cette fois à Metz, sur des outils de coopération interculturelle entre les professionnels du social et puis les professionnels de la lecture publique. Là, l'idée, c'était de dire finalement, si on prend, si vous voulez, par exemple, ce qu'on a appelé le glossaire de l'Agora, on a travaillé un peu sur les mots qui gravitaient autour du centre social et puis de la bibliothèque.
Ben, un mot qui est extrêmement intéressant, vous le savez tous, mais ça a été important en tout cas de le discuter, c'est le terme de médiation, qui n'a pas la même signification du point de vue des acteurs du centre social que du point de vue des bibliothécaires. Donc, commencer à travailler sur les mots, la signification des mots, c'est extrêmement important pour engager un travail coopératif. Ensuite, un travail autour de l'arbre des compétences. Quels sont les savoirs, les compétences que peuvent apporter effectivement des professionnels d'un centre social vis-à-vis de bibliothécaires et des compétences qui pourraient être complémentaires, voire certaines nouvelles qui pourraient être extrêmement intéressantes à travailler, notamment sur la manière dont travaille le centre social sur l'accompagnement des individus, une lecture beaucoup plus globale des individus, des usagers, que ne peuvent l'avoir, dans certaines situations, en tout cas des bibliothécaires. Et puis, des logiques aussi de fonctionnement, tout simplement. Comment est-ce que vous travaillez vis-à-vis du respect des horaires, par exemple? Et là, on pouvait voir aussi des éléments assez différenciés sur la manière, finalement, de respecter ou non les horaires dédiés à l'ouverture de tel ou tel équipement. Donc ça, c'est des points importants, très importants que nous avons travaillé pour essayer effectivement d'engager un véritable processus de coopération. Sur la coopération, ça va aussi concerner la coopération avec les usagers. Le temps file, Raphaël, on va… Ouais, vas-y, je t'en prie, je te coupe, mais ouais. Je continue encore 2-3 minutes? Ça va? Non, 1 minute, si on veut prendre des questions. Ouais. Très bien, ouais. Voilà, donc au type d'outil, l'outil de coopération avec les usagers qu'on a identifié. Un autre type d'outil sur cette idée de réinstituer les bibliothèques, pas travailler sur juste un processus de désinstitutionnalisation, mais essayer de voir comment est-ce que les bibliothèques pouvaient se refixer collectivement au niveau des territoires leurs propres normes, leurs propres valeurs, voilà. Et on a travaillé sur des exercices de design fiction permettant aux bibliothèques de se projeter collectivement dans un avenir plus ou moins lointain. Et puis, dernier point, c'est des outils qui permettent d'apprendre à débattre, d'apprendre à habiter le conflit, et notamment un outil d'évaluation collective qu'on a essayé de travailler avec la médiathèque de Lezou pour essayer effectivement de créer un cadre de débat collectif sur des perceptions qui pouvaient être différenciées entre à la fois les professionnels de la bibliothèque et puis les usagers de la bibliothèque. Voilà dans les grandes lignes. Merci, désolé de t'avoir un peu pressé. On pourra retrouver tout ce travail et tous ces outils en particulier dans des publications à venir. Pour le moment, rien n'est publié, mais c'est bien l'objectif. Et pour avoir personnellement, avec certains membres du service études et recherches, mais du SLL aussi, participé au travail qui a été fait à la bibliothèque départementale du Val d'Oise, la matrice de réciprocité, on a vu, nous, tout l'intérêt que pouvait présenter ce genre d'outil. Alors, c'est donc le rituel du BiblioGrill. Une question est arrivée sur LinkedIn. Question pas facile. Je ne sais pas si tu vas pouvoir apporter une réponse à partir de la recherche, mais tu as commencé à en parler. La question est la suivante. Quels sont les défis liés à la gestion des collections physiques et numériques? Est-ce que tu peux… Ouais. Alors, et là, pour le coup, je ne suis pas un analyste de ça, un expert de ça. Par contre, effectivement, c'est ressorti. Alors, les types de défis, en même temps, font écho à ce que je viens de vous raconter. C'est notamment un défi de territorialisation des politiques, de la politique documentaire des bibliothèques. En disant, finalement, plus il y a un processus de dématérialisation autour de ces collections, plus il y a un enjeu, à un moment donné, à avoir une logique de territorialisation, à voir dans quelle mesure est-ce que on peut faire correspondre des outils aux réalités, aux configurations sociales, culturelles, territoriales, et finalement à positionner les bibliothécaires comme fondamentalement des médiateurs entre cette masse effectivement de ressources numériques et pour accompagner les usagers et être quelque part des boussoles pour ces usagers pour pouvoir se repérer dans cet univers-là. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est quelque part ce processus de dématérialisation, effectivement, des ressources, il vient relégitimer le métier bibliothécaire, ce métier, effectivement, d'intermédiaire entre une masse de ressources et puis la manière de pouvoir aiguiller, effectivement, les usagers, les lecteurs, ceux qui viennent dans les bibliothèques, par rapport à ces collections numériques et peut-être les adapter en fonction, encore une fois, des configurations locales et territoriales. Donc, d'une certaine manière, ça fait écho aussi avec ce que je vous ai raconté dans les grandes lignes.
Bien sûr, merci. Et sur cette question, mais plus précisément sur le champ de la musique, là, je vais faire un peu de réclame pour ma boutique. Il y a un livre à paraître aux presses de l'ENSIB, issu lui aussi d'un programme national de recherche sur la musique, hein, la place des bibliothèques dans l'écosystème musical et la place de la musique dans les bibliothèques, à paraître en mars aux presses de l'ENSIB. Je voudrais terminer par une petite question rapide, puisqu'on arrive à la fin de ce bibliogrill. Toi-même qui est un spécialiste des tiers-lieux, hein, de l'hybridation des lieux culturels sur le territoire, mais qui n'était pas nécessairement un spécialiste des bibliothèques. En tant que chercheur, justement, la découverte de cet univers de la lecture publique, qu'est-ce que ça fait naître en toi comme analyse, comme réflexion, comme surprise peut-être sur l'objet Mm. bibliothèque? Sur l'objet bibliothèque, deux points. Le premier point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des lieux culturels qui n'ont pas cette nécessité à un moment donné de mettre en avant, on va dire, survaloriser la mutation permanente, ce qui est aujourd'hui une question obsessionnelle de la part notamment des tiers-lieux, hein, sur cette Ouais. idée, voilà, on est des lieux adaptés aux évolutions, aux grandes mutations. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et pourtant, des lieux qui, sans le dire, évoluent en permanence. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et pour moi, le deuxième point essentiel par rapport aux bibliothèques, c'est que ce sont des lieux culturels populaires. Alors c'est superbe. Quand je travaille sur d'autres types de lieux culturels, hein, où on voit toujours, hein, ces enjeux effectivement de démocratisation, cette question, la diversification des publics et tout ça, bah, force est de constater que les bibliothèques, pour le meilleur et pour le pire, c'est pas un, voilà, mais en tout cas, sont des lieux effectivement d'appropriation populaire. Et quand on a cette analyse-là, on voit bah, tout ce que peuvent apporter les bibliothèques, hein, dans le cadre de grands défis qui s'ouvrent à nous, et notamment sur le fait, ces grands défis écologiques et des transitions effectivement territoriales, sur le fait que les bibliothèques peuvent être effectivement des lieux extrêmement intéressants pour travailler une écologie locale et populaire. Ça, c'est, je regarde plus mes recherches actuelles, mais pour moi, ça a été une vraie révélation de ce point D'accord. de vue. D'accord, mais ce sera le mot de la fin et venant de la Bibliothèque populaire d'information, je partage aussi ce constat. Un grand merci, Raphaël, et Merci. je te dis au revoir. Au revoir. À bientôt.